En ce moment même, quelqu'un de moins affûté que toi prend les décisions là où ça compte vraiment. Il décroche la promotion, gagne le respect et exerce une véritable influence. Et toi, tu te retrouves à te gratter la tête en te demandant pourquoi ton intelligence ne te rapporte rien. Voici la vérité brutale. Tu joues au mauvais jeu. Tu crois qu'être intelligent signifie exposer clairement tes idées, prouver tes points avec des faits, impressionner tout le monde parce que tu sais. Mais pendant que tu déverses des explications, quelqu'un de plus silencieux, quelqu'un qui dit à peine un mot, observe tout, prépare son prochain coup et finit au sommet. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un charisme magique, c'est de la pure stratégie. Il y a 500 ans, un homme nommé Niccolò Machiavel a compris quelque chose que la plupart des gens ne saisiront jamais. L'intelligence sans influence n'est qu'un bruit de fond. Tu peux être l'esprit le plus brillant de la pièce et quand même te faire écarter. Le pouvoir ne vient pas de ce que tu sais, mais de la manière dont tu joues le jeu. Aujourd'hui, je vais décortiquer 7 leçons sombres de Machiavel qui vont transformer ta façon d'agir. Ce ne sont pas des conseils polis et agréables. Ils ne te feront pas te sentir réconforté. C'est le vrai visage du pouvoir, souvent passé sous silence. Les stratégies silencieuses qui séparent ceux dont on profite de ceux qui inspirent un respect réel. Donc, si tu en as assez d'être ignoré, fatigué de te justifier, lassé de voir des gens bien moins compétents que toi te dépasser, ceci est pour toi. Il est temps d'arrêter d'expliquer et de commencer à stratégiser. Maintenant, je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Le silence est ma stratégie. Entrons dans le vif du sujet. Première règle, arrête d'expliquer, commence à observer. Chaque fois que tu t'expliques, tu perds un peu de pouvoir. Tu penses être transparent, tu penses être utile, mais en réalité, tu offres gratuitement ton manuel de jeu. Tu montres exactement comment tu penses, ce qui te dérange, ce qui te fait peur. Et dès que les autres le savent, ils te contrôlent. Les gens intelligents expliquent, les gens puissants observent. Pense à toutes les réunions auxquelles tu as assisté. Qui les dirige vraiment ? Pas la personne avec 20 diapositives, pas celle qui donne la réponse la plus longue. C'est celle qui pose les bonnes questions, qui prend des notes mentales, qui parle en dernier et dit le moins de choses. Pourquoi ? Parce que pendant que les autres se mettent en scène, elle collecte des données. Machiavel disait « Le lion ne peut se protéger des pièges et le renard ne peut se défendre des loups. Il faut donc être renard pour reconnaître les pièges et lion pour effrayer les loups. » Arrête de rugir, commence à observer. Les personnes les plus intelligentes dans une pièce ne sont pas celles qui parlent le plus, ce sont celles qui observent, pas sur le papier, mais mentalement. Elles lisent le langage corporel, remarquent qui coupe la parole à qui évite le regard, qui rit tout fort, qui acquiesce trop vite, qui cherche trop à être apprécié. Tout cela, ce sont des données, et les données, c'est du levier. La plupart des gens entrent dans une situation en cherchant à être entendus. Toi, entre pour comprendre. Parce que lorsque tu comprends les schémas de quelqu'un, ses déclencheurs, ses insécurités, tu n'as plus besoin de débattre avec lui. Tu sais déjà comment le contourner. La prochaine fois que tu es dans une conversation de groupe, essaie ceci. Ne dis presque rien pendant les 10 premières minutes. Observe simplement. Regarde qui domine, qui se fait interrompre, vers qui les regards se tournent quand quelque chose d'important est dit. Tu verras des schémas que personne d'autre ne remarque. Et ces schémas te disent tout sur qui détient réellement le pouvoir et qui ne fait que du bruit. Moins d'explications, plus d'observation. Moins tu parles, plus tu parais neutre. Plus tu parais neutre, plus tu as de contrôle. On ne peut pas manipuler ce qu'on ne comprend pas. Et si tu ne livres pas constamment d'informations sur toi-même, tu deviens un mystère. Et les mystères détiennent du pouvoir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te demande pourquoi tu as fait quelque chose, essaie ceci. Ne réponds pas ou donne juste assez pour satisfaire sa curiosité, mais pas assez pour qu'il puisse te prévoir. Observe comment l'énergie change. Observe comment l'autre commence à douter de lui-même au lieu de te remettre en question. Quand tu arrêtes d'expliquer, les gens arrêtent de te défier. Ils n'ont pas assez d'informations pour contre-attaquer. Ils ne connaissent pas ton raisonnement, donc ils ne peuvent pas y trouver de faille. Ils restent dans l'incertitude. Et ceux qui devinent ne contrôlent rien. Toi, écris cette affirmation dans les commentaires. J'observe, je n'explique pas. Deuxième règle, le décalage des réactions. Laisse-moi te poser une question. Quand quelqu'un te manque de respect, quel est ton premier réflexe ? Répliquer, te défendre, prouver qu'il a tort, montrer qu'on ne peut pas te parler comme ça. Et tu sais ce que cela fait de toi ? Quelqu'un de prévisible. Les personnes émotionnelles réagissent instantanément. Les personnes intelligentes font une pause, absorbent, calculent, puis répondent au bon moment. Voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Celui qui réagit en premier perd toujours.
parce que cette réaction immédiate est purement émotionnelle, sans stratégie ni réflexion. Et quand tu agis sous l'émotion, tu fais des erreurs, tu dis des choses que tu regrettes, tu montres ton jeu et tu cèdes ton pouvoir. Mais quand tu retardes même de quelques secondes, tout change. Machiavel disait « N'essaie jamais de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. Tu n'as pas besoin de livrer chaque bataille dès qu'elle apparaît. En réalité, la plupart ne valent même pas la peine d'être menées. Mais si tu choisis de répondre, fais-le quand tu es calme, lucide et avec 3 coups avant. » Ce délai, ce petit espace entre ce qui s'est passé et ta réaction, c'est là que réside ton pouvoir psychologique. Parce que lorsque tu ne réagis pas immédiatement, les autres ne savent plus comment te gérer. Ils s'attendent à de la colère, à de la défense, à de l'émotion. Quand cela n'arrive pas, ils commencent à se remettre en question. Ai-je été trop loin? Pourquoi ne réagit-il pas? Prépare-t-il quelque chose? Et à cet instant précis, tu as inversé le rapport de force. Ce n'est pas toi qui paniques, ce sont eux. J'ai vu ce scénario se répéter des centaines de fois. Quelqu'un envoie un email irrespectueux. La personne émotionnelle répond dans les minutes qui suivent. Et la voilà entraînée dans un échange stérile qui la fait paraître mesquine. La personne stratégique, elle, lit le message, ferme son ordinateur, réfléchit et attend. Peut-être qu'elle répond le lendemain, peut-être qu'elle ne répond pas du tout, peut-être qu'elle répond en face à face, là où elle a plus de contrôle. Quoi qu'il en soit, son action est intentionnelle, pas réactive. Les réactions différées signalent un statut élevé. Elles disent « Je ne suis pas gouverné par mes émotions, j'opère selon mon propre rythme, ton urgence n'est pas mon urgence. » Et les gens respectent cela, même s'ils n'aiment pas, ils respectent. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaye de te provoquer, respire, souris si nécessaire, et ne dis rien. Laisse-les s'asseoir dans le silence, laisse-les douter. Puis, quand tu es prêt, et seulement quand tu es prêt, fais ton mouvement. Cette pause est ton pouvoir, utilise-la. Maintenant, écris cette affirmation dans les commentaires. Je réponds quand je suis prêt. 3e principe, le basculement vers l'écoute stratégique. Voici un secret que la plupart des gens ne découvrent jamais. Tout le monde meurt d'envie de parler de soi, de ses problèmes, de ses objectifs, de ses opinions, de son drame, et pendant qu'ils parlent, ils te donnent tout. Leurs peurs, leurs faiblesses, leurs désirs, leurs angles morts. Tu n'as qu'à te taire et écouter. La plupart des gens n'écoutent pas vraiment, ils attendent. Attendre de parler, c'est hocher la tête en pensant à ce que tu vas dire ensuite, sans rien absorber, juste te recharger. L'écoute stratégique, c'est autre chose. C'est quand tu chasses l'information. Tu écoutes ce qu'ils ne disent pas. Tu observes leur visage quand certains sujets apparaissent. Tu remarques quand ils changent de sujet, quand ils se crispent, quand ils s'illuminent. Machiavel disait « Tout le monde voit ce que tu parais être, peu ressentent ce que tu es réellement. Plus tu parles, plus tu te dévoiles, et plus tu te dévoiles, plus tu donnes des munitions. » Mais quand tu écoutes vraiment, tu collectes du renseignement. Tu apprends ce qui fait vibrer les gens, ce qu'ils valorisent, ce qu'ils fuient, ce vers quoi ils tendent. Et cette information, c'est de l'influence. La plupart des gens écoutent juste assez longtemps pour attendre leur tour de parler. Ils ne comprennent rien, ils préparent simplement leurs réponses. Mais toi, tu écoutes avec intention. Tu poses les bonnes questions de suivi. Tu leur fais sentir qu'ils sont entendus. Et en faisant cela, ils s'ouvrent encore plus. Quelque chose d'intéressant se produit. Quelqu'un commence à parler. Tu poses une question, puis une autre, puis encore une autre. Tu ne parles pas de toi, tu ne cherches pas à te comparer, tu es simplement curieux, sincèrement curieux. Très vite, il te confie des choses qu'il n'avait même pas prévu de dire, des choses qu'il ne dirait pas à la plupart des gens. Et maintenant, tu les comprends mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie. Car l'influence ne consiste pas à forcer les gens à faire ce que tu veux, mais à les comprendre si bien que lorsque tu parles, tes mots atteignent exactement la cible. Pense-y ainsi. Si je sais que tu as peur d'être perçu comme faible, je ne remettrai jamais directement ta force en question. Je cadrerai les choses autrement. Je te laisserai une porte de sortie qui te permettra de sauver la face tout en obtenant ce que je veux. Si je sais que tu valorises la loyauté par-dessus tout, je n'en ferai jamais une question de logique ou de profit, mais de fidélité envers les tiens. Si je sais que tu es insécure sur ton intelligence, je ne chercherai pas à te surpasser. Je te demanderai ton avis. Je te ferai sentir comme l'expert. Voilà la puissance de l'écoute stratégique. Tu n'entends pas seulement des mots, tu construis une carte de la psychologie de quelqu'un. Et une fois que tu as cette carte, tu peux le guider où tu veux. Parle moins, questionne plus, écoute en profondeur, laisse-les combler le silence, laisse-les se révéler. Et quand le moment d'agir viendra, tu sauras exactement comment t'y prendre. 4e principe, le basculement vers la distance énergétique. As-tu déjà rencontré quelqu'un de chaleureux, mais dont tu n'arrivais jamais vraiment à te rapprocher? Il n'est pas froid, il n'est pas impoli, mais il y a cette distance, cette ligne invisible que tu ne peux pas franchir. Ce n'est pas un accident, c'est un choix, et c'est l'un des outils les plus puissants que tu puisses développer.
La plupart des gens ne comprennent pas les limites. Ils pensent qu'une limite se proclame. Ne me manque pas de respect, ne me fais pas perdre mon temps, ne franchis pas cette ligne. Mais les vraies limites sont énergétiques. Elles se ressentent, elles ne se disent pas. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Je ne dis pas que tu dois faire peur, mais tu dois créer de l'espace, un espace émotionnel, un espace énergétique qui dit « Je suis là, mais je ne suis pas absorbé par ton chaos ». La plupart des gens sont des éponges émotionnelles. Quelqu'un se plaint, ils absorbent. Quelqu'un est anxieux, ils deviennent anxieux. Quelqu'un crée du drame, ils se laissent entraîner. Et cela les rend faciles à contrôler. Mais lorsque tu maintiens une distance énergétique, tu deviens intouchable. Tu es présent, mais pas empêtré. Impliqué, mais pas émotionnellement investi dans des résultats que tu ne contrôles pas. Exemple concret, quelqu'un vient te voir bouleversé. Il se plaint, il cherche une validation, il veut que tu sois en colère avec lui. La plupart des gens plongent dedans. Oh mon Dieu, c'est terrible, je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Et maintenant, tu es impliqué, émotionnellement engagé, tu portes leur poids. La personne qui garde une distance énergétique, elle écoute, elle reconnaît, mais elle n'absorbe pas. Ça a l'air frustrant. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Remarque la différence. Tu es présent, tu soutiens, mais tu ne prends pas sur toi leur état émotionnel. Tu ne te noies pas dans leur tempête. Les gens le sentent et ils le perçoivent, et cela les amène à te respecter davantage parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas t'entraîner dans leur chaos, ni te culpabiliser, ni te manipuler. Cette distance n'est pas de la froideur, c'est de la clarté, c'est de la protection, c'est de la force. Tu peux rester bienveillant, tu peux rester soutenant, mais tu ne portes pas leur bagage. Tu ne laisses pas leurs émotions dicter ton énergie. Et quand les gens te voient calme au cœur de leur tempête, c'est de la domination. Une domination silencieuse, non dite. Pense aux personnes que tu respectes le plus. Je parie que ce sont celles qui ne se laissent pas ébranler, qui ne se laissent pas aspirer par le drame, qui restent centrées quoi qu'il se passe autour d'elles. C'est ça la distance énergétique. Et c'est une compétence que tu peux développer. Entraîne-toi donc à cela. Sois chaleureux, mais pas disponible pour tout. Sois serviable, mais pas au prix de ta paix. Sois présent, mais garde ton centre. Ils sentiront le changement et s'ajusteront. Écris cette affirmation dans les commentaires. Ma paix est protégée. 5e principe, le basculement vers des standards non verbalisés. Tu sais ce qui est faible? Annoncer tes standards. Je ne tolère pas le manque de respect, je valorise la loyauté, j'exige l'honnêteté. D'accord, personne ne se soucie de ce que tu dis. Les gens se soucient de ce que tu fais. Les mots sont bon marché, l'action est une monnaie. Machiavel disait « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent ressentir. » Les gens ne respectent pas tes paroles, ils respectent tes limites. Et les limites ne se posent pas avec des discours, mais avec des actes, avec le silence, avec le fait de s'éloigner quand quelque chose ne répond pas à ton standard. Tu n'as pas besoin de dire aux gens ce que tu attends, tu arrêtes simplement de tolérer ce que tu n'acceptes pas. Voilà à quoi cela ressemble dans la vraie vie. Quelqu'un te manque de respect, tu ne débats pas, tu ne fais pas de leçons, tu crées de la distance, tu deviens moins disponible, tu n'interagis plus de la même façon. Ils ne le remarqueront peut-être pas tout de suite, mais ils finiront par le sentir. Quelqu'un te fait perdre ton temps, tu ne fais pas un serment sur la ponctualité. Tu retires l'accès. Ils t'écrivent, tu mets plus de temps à répondre. Ils veulent te voir, tu es soudain occupé. Aucune explication, juste un ajustement. Quelqu'un brise une promesse, tu ne rappelles pas toutes les fois où il t'a déçu. Tu t'en souviens et tu ajustes. La prochaine fois qu'il demande quelque chose, ta réponse est différente, ton énergie est différente. Voilà comment fonctionnent de vrais standards. Silencieusement, constamment, sans excuse. La plupart des gens pensent que les limites sont agressives. Ne fais pas ça ou... Mais ce n'est pas une limite, c'est une menace. Et les menaces te font paraître faible parce qu'elles montrent que tu essaies encore de contrôler le comportement des autres par des mots. Les vraies limites contrôlent ton comportement, pas le leur. Tu ne leur demandes pas de changer, tu changes ta manière de réagir. Et les gens le remarquent. Ils ne disent peut-être rien, mais ils le voient. Ils comprennent que s'ils agissent d'une certaine manière avec toi, ils perdent l'accès, ils perdent ton respect, ils perdent ton temps. Et ainsi, ils commencent à ajuster leur comportement. Non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tes actions l'ont rendu évident. C'est ça le pouvoir, réel, silencieux, indéniable. J'ai vu cela transformer des relations. Quelqu'un sur qui on marchait devient soudain quelqu'un que l'on hésite à dépasser. Rien n'a changé, sauf une chose, il a cessé d'annoncer ses standards et a commencé à les faire respecter en silence. Pas d'arguments, pas d'explications, seulement des actions cohérentes. Voici ce que la plupart des gens ne voient pas. Quand tu annonces tes standards, tu donnes aux autres une carte pour te manipuler. Ils savent exactement quoi dire et comment agir pour regagner tes faveurs.
Désolé, je sais que tu valorises l'honnêteté, alors je suis honnête maintenant. Je sais que le respect est important pour toi, alors laisse-moi t'expliquer. Ils utilisent tes propres standards contre toi. Mais quand tes standards ne sont pas dits, ils ne peuvent pas jouer avec le système. Ils ne connaissent pas les règles. Ils savent seulement que lorsqu'ils agissent d'une certaine manière, quelque chose change. Et cette incertitude, c'est ce qui les maintient en ligne. Alors arrête d'annoncer qui tu es. Commence à l'être. Arrête de dire ce que tu n'acceptes pas. Cesse simplement de l'accepter. Ton silence parlera plus loin que n'importe quel discours. Écris cette affirmation dans les commentaires. Mes actions fixent les standards. 6e principe, choisis quand disparaître. Ta valeur augmente en ton absence. Pas une absence permanente, une absence stratégique. As-tu déjà remarqué que lorsqu'une personne est toujours disponible, elle devient un bruit de fond? Mais dès qu'elle se retire, tout le monde se met à demander où elle est. Ce n'est pas un hasard, c'est la rareté. Et la rareté crée de la valeur. Machiavel disait « Les hommes sages se taisent dans les temps dangereux ». Parfois, le mouvement le plus sage est de prendre du recul, de disparaître, de laisser les autres te regretter. Parce que lorsque tu es toujours là, on te tient pour acquis. On suppose que tu répondras toujours, que tu seras toujours disponible. Mais quand tu te retires, même un peu, les gens commencent à se demander « Où est-il passé? Pourquoi n'est-il plus là? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Et soudain, ta présence a du poids. Soyons clairs, il ne s'agit pas de jouer à des jeux, ni d'être faux ou manipulateur. Il s'agit de comprendre une vérité fondamentale, l'attention est une monnaie. Et si tu la distribues gratuitement en permanence, elle perd de sa valeur. Pense à ton téléphone. Quand quelqu'un t'écrit et que tu réponds immédiatement à chaque fois, que se passe-t-il? Cela devient attendu. Ils savent que tu es toujours disponible. Ton attention devient sans valeur parce qu'elle est garantie. Mais quand tu choisis quand répondre, quand tu n'es pas toujours le premier à tendre la main, alors lorsque tu apparais, cela compte. Cela fonctionne partout, au travail, dans les relations, dans les cercles sociaux. Les personnes toujours disponibles n'inspirent jamais de respect. Ils sont gentils, ils sont serviables, mais ils ne sont pas valorisés, parce que la valeur vient de la rareté, pas de l'abondance. Ceux qui savent quand prendre du recul dirigent la pièce sans dire un mot. Sois présent quand cela compte, sois pleinement là pour les choses et les personnes importantes, mais ne sois pas partout tout le temps. Ne réponds pas instantanément à chaque message, n'assiste pas à chaque événement, ne te rends pas indéfiniment disponible. Crée une distance intentionnelle. Peut-être que tu répondais en quelques minutes, maintenant tu prends 1 heure, peut-être 2, non pas pour jouer à des jeux, mais parce que tu as ta propre vie, tes priorités, ton focus. Peut-être que tu participais à toutes les sorties, maintenant tu choisis. Tu es présent pour ce qui compte vraiment et tu ignores ce qui ne te sert pas. Les gens vont le remarquer. Au début, ils seront peut-être confus. Pourquoi n'est-il plus autant là? Puis cette confusion se transforme en autre chose. Respect, curiosité, valeur. Car le cerveau humain désire ce qu'il ne peut pas avoir. Quand tu es toujours disponible, tu n'es pas désirable. Quand tu es sélectif, tu deviens intéressant. J'ai vu ce principe transformer des vies. Quelqu'un qui se pliait en 4 pour tout le monde, toujours disponible, toujours serviable, décide de se retirer, de se concentrer sur lui-même, d'arrêter de réagir à tout, de créer de l'espace. Et soudain, les mêmes personnes qui le prenaient pour acquis commencent à le solliciter davantage, à respecter davantage son temps, à le traiter différemment, non pas parce qu'il est devenu méchant, mais parce qu'il est devenu rare. Alors sois sélectif, sois présent quand c'est important, disparais quand ça ne l'est pas. Laisse les gens se souvenir de ce que ça fait quand tu n'es pas là. Laisse-les ressentir ton absence. Et quand tu reviens, ils prêtent attention comme jamais auparavant. Écris cette affirmation dans les commentaires. Mon absence crée de la valeur. 7e principe, la bienveillance calculée. Soyons clairs, la gentillesse est puissante, mais seulement lorsqu'elle est intentionnelle. La gentillesse aléatoire, c'est de la faiblesse. C'est vouloir plaire à tout le monde. Et vouloir plaire à tout le monde, c'est être contrôlé par tout le monde. La gentillesse calculée, en revanche, c'est de la stratégie. Beaucoup pensent qu'être gentil signifie être aimable tout le temps, dire oui à tout, aider tout le monde, ne jamais s'opposer, ne jamais dire non, puis ils se demandent pourquoi on leur marche dessus. Voici la vérité. La gentillesse sans limite n'est pas de la gentillesse, c'est du désespoir, de la peur. Peur du conflit, peur de ne pas être aimé, peur d'être seul. Machiavel disait « Puisque l'amour et la crainte peuvent difficilement coexister, s'il faut choisir, il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé. Mais voici la nuance. La crainte sans moment de gentillesse fait de toi un tyran, et la gentillesse sans limite fait de toi un paillasson. La clé, c'est l'imprévisibilité.
Quand les gens peuvent prévoir ta gentillesse, ils en abusent. Ils savent exactement quoi dire et comment agir pour obtenir ce qu'ils veulent de toi. Je sais que tu aides toujours, tu es quelqu'un de bien, je savais que je pouvais compter sur toi. Ils ont compris ton schéma et ils l'exploitent. Mais quand ta gentillesse arrive à des moments inattendus, quand elle n'est ni automatique ni garantie, elle crée une tension psychologique. Les gens ne savent pas quand ils l'auront, alors quand elle arrive, elle a plus d'impact, elle compte davantage. Tu n'es pas gentil avec tout le monde tout le temps, tu l'es stratégiquement, avec les bonnes personnes, au bon moment, pour les bonnes raisons. Exemple concret, 2 personnes te demandent de l'aide. La personne A a toujours été là pour toi, elle s'est montrée présente, elle a gagné ton respect. La personne B ne te contacte que lorsqu'elle a besoin de quelque chose et disparaît quand tout va bien. La plupart aident les deux, pensant que c'est ce que font les bonnes personnes, mais ce n'est pas stratégique, c'est se faire utiliser. La personne qui pratique la gentillesse calculée aide la personne A immédiatement, généreusement, sans hésiter, car la relation repose sur le respect mutuel et la réciprocité. La personne B reçoit un refus poli ou une aide très limitée, non pas de méchanceté, mais pour lui enseigner une règle. L'accès à toi se mérite. Et quand tu fais preuve de gentillesse, elle est généreuse, réelle, impactante, mais elle n'est pas gratuite, elle est gagnée. Cela crée du respect, de la loyauté, de l'influence, parce que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas simplement attendre que tu donnes, ils doivent se comporter correctement, ils doivent le mériter. Voilà exactement où tu veux les placer. En pratique, la gentillesse calculée, c'est ceci. Tu n'es ni rude ni froid, mais tu n'es pas non plus une machine à dire oui. Quand quelqu'un te demande quelque chose, tu fais une pause, tu réfléchis, tu décides s'il a mérité ton temps, ton énergie, ton aide. S'il l'a fait, tu réponds pleinement, généreusement, présent. S'il ne l'a pas fait, tu es poli mais ferme. Je ne peux pas aider avec ça pour le moment. Sans culpabilité, sans te justifier à l'excès, juste une limite claire. Avec le temps, les gens apprennent. Ceux qui te respectent obtiennent plus d'accès, ceux qui ne te respectent pas en ont moins. Et le plus beau, c'est que tu n'as rien eu besoin d'expliquer. Tes actions ont fait l'enseignement. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intention. C'est comprendre que ta gentillesse a de la valeur et que ce qui a de la valeur ne doit jamais être donné à la légère. Alors arrête d'être gentil avec tout le monde. Arrête de t'excuser quand tu n'as rien fait de mal. Arrête de trop expliquer tes décisions. Sois gentil quand cela sert un objectif. Sois gentil quand cela est aligné avec tes valeurs. Sois gentil quand quelqu'un l'a mérité. Mais ne sois jamais gentil par peur de ne pas être aimé, car ce n'est pas de la gentillesse, c'est du désespoir. Et le désespoir est l'exact opposé du pouvoir. Voilà donc 7 bascules silencieuses qui transforment l'intelligence en influence. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des principes. Et si tu les appliques de manière cohérente, tu remarqueras quelque chose. Les gens commencent à te traiter différemment. Ils cessent de te tester, ils arrêtent de te prendre pour acquis. Ils commencent à respecter ton temps, ton énergie, ta présence, non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu l'as démontré. C'est la voie machiavélienne, discrète, calculée, puissante. Je sais que certains pensent peut-être que cela semble froid ou manipulateur, mais pose-toi la question. Est-ce manipulateur de protéger ta paix? Est-ce manipulateur d'arrêter de laisser les autres te marcher dessus? Est-ce manipulateur d'être intentionnel sur qui mérite ton temps et ton énergie? Non, ça s'appelle le respect de soi. Le monde prendra tout ce que tu lui laisses prendre, ton temps, ton énergie, ta gentillesse, ton pouvoir, sans même dire merci. Ces 7 principes ne servent pas à blesser les autres, ils servent à te protéger tout en restant efficace, influent, capable d'obtenir ce que tu veux. Parce qu'au final, l'intelligence sans influence n'est que du potentiel, juste des idées, et des idées sans exécution ne valent rien. Tu peux être la personne la plus intelligente de la pièce, mais si personne n'écoute quand tu parles, si personne ne respecte tes limites, si personne ne valorise ta présence, à quoi bon? Ces principes te donnent les outils pour transformer ton intelligence en pouvoir réel. Pas un pouvoir bruyant et agressif, mais un pouvoir calme et indéniable. Un pouvoir qui n'a pas besoin de s'annoncer. Un pouvoir qui existe simplement. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, appuie sur le bouton « J'aime » maintenant. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un d'intelligent mais qu'on écrase, quelqu'un de talentueux mais ignoré, quelqu'un qui doit comprendre que l'intelligence seule ne suffit pas. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'attends-tu? On ne fait que commencer. Active les notifications, car on va plonger encore plus profondément dans ces principes de psychologie du pouvoir, d'influence et de nature humaine, le vrai jeu que beaucoup n'osent pas reconnaître. Dis-moi en commentaire quelle affirmation ou quel principe t'a le plus marqué aujourd'hui. Et rappelle-toi, l'intelligence est commune, l'influence est rare. Sois rare. Arrête de te justifier auprès de ceux qui ne méritent pas d'explication.
Arrête de réagir à tout ce qui te provoque. Arrête d'être disponible pour tout le monde. Commence à observer, à calculer, à agir avec intention. C'est ainsi qu'on gagne. Pas en étant le plus intelligent ni le plus bruyant, mais le plus stratégique. À la prochaine. Reste affûté.